Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode 8 de W. Il était temps qu'on fasse un point sur une équipe qui est en dehors des 4 équipes que je suis en ce moment sur la WNBA. On va se pencher quand même, je pense que c'est nécessaire de le faire, sur la situation du Chicago Sky, qui est très inquiétante, et j'en ai parlé dans plusieurs podcasts depuis le début de cette chaîne YouTube. La situation du Chicago Sky est très alarmante. Il y a beaucoup de défaites, mais au-delà des défaites, ce qui est alarmant comparé à d'autres équipes qui perdent, comme par exemple les Wings ou même d'autres équipes, le Sun, etc., on a l'impression, enfin j'ai l'impression, que le Sky est vraiment en perdition. Et non seulement ils sont en perdition, mais donnent aussi l'impression qu'ils ne se sont jamais trouvés. Il n'y a aucun match référence, aucune performance référence de la part de au moins 2 ou 3 joueuses. Et aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se poser des grosses questions sur Chicago. J'en ai discuté avec un camarade qui s'appelle Ghislain, que vous connaissez du podcast Swish Swish, qui est également très actif sur Twitter dans les cercles WNBA. Et il m'a proposé de faire un podcast ensemble, et je pouvais évidemment pas refuser. C'est toujours un plaisir de discuter avec Ghislain. Donc, il est avec nous aujourd'hui. On enregistre samedi 21 juin, pendant la fête de la musique. C'est vous dire combien on aime le basket. C'est clair. Comment ça va, Gis? Bah écoute, nickel, hein, ça va, la forme, nickel. Merci beaucoup de me faire l'honneur de bien vouloir venir dans W parler basket. T'es un peu le parrain, on peut le dire, de ce podcast. Tu es le parrain de l'ombre. Le Godfather. Exactement, The Godfather de W. On va parler du Sky parce que toi comme moi, j'ai l'impression qu'on analyse à peu près la situation de la même façon. Sauf que on n'a pas tout à fait les mêmes angles. Tu as un angle qui est largement plus documenté, historique, archives, etc. Et puis tu as aussi une meilleure vision sur la situation contractuelle et sur la situation des free agency prochaines et de ce que les joueuses peuvent rendre sur le terrain. Alors que mon œil nouveau, pour le coup, est très nouveau. Et quand bien même je sois alarmé sur le Sky, j'ai quand même l'impression que tu l'es encore plus que moi. C'est pour ça que je voulais absolument en parler avec toi. Et puis aussi, on a un avis relativement concordant sur Angel Reese, qui est aujourd'hui le visage de cette franchise, qui est peut-être pas la franchise player si on est d'un avis très pessimiste basketballistiquement parlant du futur du Sky, mais aujourd'hui c'est le visage de cette franchise et il faut qu'on fasse le point là-dessus. Donc on va faire en 3 parties comme on se l'est dit en off, et on va attaquer tout de suite par la première partie que je vais résumer très simplement. Tu me dis ce que t'en penses, mais il se passe rien. Il se passe rien. Marsh, je crois que c'est Tony Marsh, c'est ça le coach? Tyler Marsh, pardon, j'avais le T Marsh. Tyler Marsh ne produit pour moi rien basketballistiquement pour cette équipe de Chicago. Et plus je regarde les matchs, j'ai pas encore vu le dernier que tu étais en train de regarder au moment où je t'ai envoyé le message pour enregistrer cet épisode. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il laisse l'équipe faire ce qu'elle veut et que les joueuses sont complètement paumées sur le terrain, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune idée, aucun cadre. Et quand on compare avec une équipe dont l'effectif est également très jeune, au sens où elles sont amalgamées ensemble depuis très peu de temps, et tu sais déjà qui je vais citer les Golden State Valkyries, la différence est terrible, vraiment terrible, monstrueuse, vertigineuse. C'est des mots que j'emploie souvent, mais là, pour le coup, vraiment, c'est horrible à regarder, quoi. Bon, avant de commencer, on va peut-être juste resituer qui est Tyler Marsh. Ouais. Il est arrivé pendant l'intersaison après Teresa Weatherspoon qui avait fait une super saison l'année dernière, où d'ailleurs on n'a pas trop compris pourquoi elle avait été licenciée soi-disant par manque de résultats alors que c'était une équipe en développement. Bon, il y a un problème gros aussi qu'on va pas évoquer forcément là, mais qu'on aura peut-être l'occasion de parler un jour plus tard. Mais il y a un problème de direction globalement aussi, de vision un peu sportive, à l'image des Bulls. Voilà, c'est pas vraiment beaucoup mieux côté du Sky. Donc voilà, qui est Tyler Marsh? C'était un coach de développement de joueuses. Qui était à Vegas, donc avec Becky Hammon. C'est notamment lui qui a beaucoup fait travailler la gestuelle de tir de Jackie Young, parce que Jackie Young au départ était absolument pas une shooteuse, elle est devenue une shooteuse, une des top meilleures shooteuses de la ligue. Donc c'était un coach de développement. Et là, il a été nommé sur un poste de head coach. Alors je rappelle souvent, et j'aime le dire, que c'est pas du tout les mêmes métiers. Alors il y en a bien sûr qui font le shift sans difficulté. Je dis pas que Tyler Marsh ne connaît pas le basket, évidemment pas. Ça c'est clair, hein. Quand on est depuis longtemps dans les sphères du basket, il y a de la connaissance. Par contre, entre développer des skills de joueuse ou
développer un plan de jeu, faire amalgamer tout ça, gérer un vestiaire, gérer des rotations, parce que tout ça, c'est le boulot d'un coach, bah, c'est complètement différent. Et moi, je pense que c'est là où déjà Chicago s'est trompé, c'est qu'ils ont été chercher quelqu'un bah, qui est sans doute très très bon et excellent dans son domaine, mais qui n'est pas euh, excellent pour ce type de poste. Et alors, bien sûr, il peut progresser. Je pense que si on lui laissait du temps, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, tu vois. Mais le truc, c'est que combien de temps, quoi. Et ce qui me gêne un peu dans le Sky, c'est que c'était, comme tu l'as dit, c'était une équipe jeune l'année dernière, totalement, en reconstruction. Je pense que personne s'attendait à ce qu'Angelris soit à ce niveau-là. Même nous, qui l'avions quand même mis plutôt, tu vois, quand je dis nous, hein, c'est Swiss Wish, mais nous, on fait notre mock draft, on l'avait mis top 3 de la draft, elle a été prise bien en dessous, on avait beaucoup d'attentes sur elle, parce qu'on la suit depuis le lycée, voilà, c'était déjà un gros prospect au lycée. Mais je pense que personne s'attendait à ça, y compris même les gens les plus optimistes. Et ça a peut-être donné envie d'accélérer le projet. Elles ont fait des moves, elles ont fait venir Ariel Atkins, elles ont tradé des pics. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et du coup, elles ont voulu accélérer et elles ont mis à la tête d'un projet qui veut accélérer bah, un coach sans expérience. Et je pense que le début du problème, il est là. Et puis, bah, tout ce qui s'est engendré derrière, avec bah, sans doute un peu de pression aussi, hein, parce que dès que ça marche pas, quand tu veux accélérer, je rappelle que l'année prochaine, le pic de Chicago va à Minnesota. Minnesota qui est la meilleure équipe de la ligue. Ouais, qui nous fait une Oklahoma City Thunder, Minnesota avec ce pic. Voilà. Et Mais moi, je pense que, pour terminer, je te rends la parole non, vas-y. après, je pense que cette équipe, ce roster-là, même avec la blessure de Courtney Vandersloot, parce que c'est vrai que c'est quand même une tuile aussi, hein, faut être clair. Moi, je pense que cette équipe a largement de quoi d'aller en playoff. Quand je regarde le roster, des Valkyries, par exemple, que tu as parlé tout à l'heure, bah, en termes de talent, je suis désolé, mais Chicago a beaucoup plus de talent. Par Bah, contre, c'est là que je après, te rejoins. C'est là que je te rejoins. Et justement, dans ma tête, quand tu parlais de marche, je faisais la comparaison avec Nakazé. Et on voit très bien la différence. On voit très bien la différence de métier, quoi. Juste de quelqu'un qui s'est dédié au coaching, parce que Nakazé était également une assistante coach, mais plutôt dédiée notamment à la tactique, etc. Elle est ouais, notamment et qui avait passée déjà coaché avant, hein, en plus, et qui est passé aux Clippers, etc., et qui a etc. été Ouais. assistante du côté de la WNBA aussi. Donc, on a une expérience de gestion de ce qui se passe sur le terrain. Là, on a un coach qui arrive au Sky. En plus, il prend la relève, tu l'as dit, de Teresa Witherspoon, qui était une coach vétéran, qui avait beaucoup d'idées, qui a essayé l'an dernier, sur la saison dernière. Même moi, je l'ai ressenti, c'était ma première saison Ancienne, WNBA. On sent que ancienne c'est une... légende, ancienne Voilà, légende absolument. WNBA Et aussi. surtout, on sent que c'est un vrai pilote de bateau, quoi. Elle embarque tout le monde avec des principes, etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai la sensation que du côté du Sky, tous ces principes sont partis et surtout qu'il n'y en a pas de nouveaux. Et c'est ce qui me dérange le plus, c'est que là où les Valkyries sont très fortes, c'est qu'il y a des principes de jeu qui sont très très forts dès le début de la saison et que Nakase et ses joueuses continuent d'imprimer match après match et j'allais dire même de contraster, c'est-à-dire vraiment de renforcer, quoi. Au Sky, c'est l'opposé. Match après match, on s'aperçoit que la feuille est blanche, que l'ardoise est blanche, et on ne sait pas ce que les joueuses doivent faire sur le terrain. Et on en revient à une question qui est celle du talent. C'est qu'en fait, le talent dans une ligue qui est extrêmement compétitive, il ne peut pas s'exprimer sans avoir des principes et des directions où aller. Il y a des tas d'équipes, quelles que soient les ligues, quel que soit le sport, qui sont bourrées de talent. Par exemple, le PSG. Pendant des années et des années, pour faire un parallèle hors basket, pendant des années et des années, le PSG a été pétri de talent. Ça a été une des équipes qui avait amalgamé le plus de talent, etc., agrégé le plus de talent. Et pourtant, impossible d'aller chercher cette victoire en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque cette saison du côté du Paris Saint-Germain? C'est qu'on a un coaching staff et des joueurs qui ont des principes de jeu qui sont appliqués au millimètre et cette équipe réussit à aller loin. C'était la même chose à l'époque à mon époque où je regardais encore le foot avec le Real Madrid des Galactiques. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe avec Chicago. Ce vide abyssal dessert les joueuses et dessert le projet. Tu as mentionné le fait qu'il y ait des problèmes de direction. On en parlera, je pense, en fin de podcast. Mais là, pour moi, il y a une erreur majeure d'appréciation de la timeline. Et en fait, c'est ça la question qui se pose, c'est dans quelle timeline
Chicago se trouve aujourd'hui. Tu l'as dit, la saison dernière, on sentait qu'il y avait peut-être le moyen de suivre la locomotive fever dans ces équipes qui ont une jeune rookie, disons, générationnelle ou en tout cas à très Ouais. fort impact, etc. Parce que je pense que Caitlin Clark, tout de même, est plus générationnel que ne l'est Angel Reese. Ouais, et puis ce terme, il est très galvaudé, Et ce terme si en tu ce moment, veux, mais je voilà. l'utilise justement parce qu'il est clivant en ce moment. Mais disons, des prospects de très très haut niveau qui peuvent te faire passer des vitesses. Moi, je suis d'accord avec toi. Quand je vois les joueuses, et j'ai été voir derrière, j'ai été voir des mixtapes ou même des highlights et des lowlights de Cardozo, des joueuses qui sont à côté de Atkins, etc., des joueuses qui sont à côté de Angel Reese. Il y a matière à faire. Il y a matière à faire. C'est hyper frustrant, quoi. Ouais, je pense que tu as dit quelque chose qui était très très important par rapport à la comparaison avec les Valkyries, parce qu'on peut repartir un peu de ça. C'est que, encore une fois, les résultats, moi personnellement, souvent c'est quelque chose quand c'est des équipes encore un peu jeunes, tu vois. Parce qu'on se doute bien que le Chicago Sky, même avec cet effectif-là, que ça allait pas aller au bout cette année. C'était pas le but. Le but, c'était de progresser, de continuer à développer les joueuses, de montrer aussi à l'ensemble de la ligue que Angel Reese était très forte et que donc l'année prochaine, dans une free agency qui sera historique, où je rappelle que toutes les joueuses hors rookie seront free agent, bah, ça a un intérêt fort de montrer que le projet est viable et que tu peux attirer du monde pour aller très haut. Et moi, ce qui m'intéresse, ce que je trouve très bien chez les Valkyries, par exemple, c'est l'identité de jeu. Et là, le problème, alors je dis pas qu'il y en a pas, parce que ça, on va en parler peut-être tout à l'heure. Je trouve que c'est qu'il y en a une des années 90, en fait. Et qu'on est complètement, alors je sais que ça va peut-être plaire à certains, parce que c'est toujours, tu sais, la marotte, ah, c'était mieux avant, etc. Mais là, en fait, et le contraste du match que je viens de voir, et donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est samedi soir, et je vous encourage juste à regarder au moins rien que la première mi-temps, parce qu'après, ça sert plus à rien vu l'écart. Mais on a un basket de Phoenix qui était très 2020, quoi, tu vois, très moderne. Bon, on va parler de choses tout à l'heure, hein, parce que en plus, je trouve que c'est une équipe qui est assez similaire dans son construction de roster par rapport à Chicago. Et puis une équipe qui est très basée années 90, avec de grandes, avec, tu vois, peu de spacing, enfin tout ce qu'on va parler tout à l'heure. Et je trouve qu'ils n'arrivent pas à mettre cette identité en place. Et bah du coup, bah ça ressemble à rien. Honnêtement, il faut le dire, quoi. Non, Et rien. en termes de chiffres aussi, alors bon, moi je suis pas tu vois, un surutilisateur des stats. Les stats sont des outils, hein, à partir du moment de ce qu'on voit aussi. Mais quand tu regardes, donc actuellement, Chicago, c'est la 12e attaque de la ligue sur 13. Sur 13. Hein. Voilà, 96 d'offensive rating. Hein. Donc voilà, hein, 0,96 points par possession. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une équipe très bonne comme Minnesota, c'est du 1,2 points par possession, quoi. Donc là, on est 20, hein. on est 20 ou 25% en dessous, quoi. Hein. C'est monstrueux, en fait. Le defensive rating est 12e sur 13. Alors que pourtant, il y a des très bonnes choses défensives. Angel Reese en est une, Camille Cardozo est une très bonne protectrice de panier. Ariel Atkins a toujours été, dans toute sa carrière, une des meilleures joueuses défensives. Rebecca Allen est un grand profil long, mobile, etc., qui peut défendre. Et malgré ça, en fait, elles sont 12e, moins 14 de net rating. Enfin, c'est juste... on avait regardé rapidement avec Flo, que je fais un coucou, sur notre dernière live Swish. On est dans les... je sais pas, dans les 10 pires net ratings de l'histoire de la ligue. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment complètement mauvais. Donc on voit bien que ça marche pas du tout. Et moi, ce qui m'inquiète, parce que encore une fois, la saison démarre, ok, ça marche pas. Ça c'est, tu vois, les Wings, ça a mal démarré, mais il y a des choses qui bougent en fait. Oui, il y a des choses qui bougent. On voit des rotations qui bougent. Il y a des principes de jeu. Les plays bougent aussi. Moi, j'en ai encore vu cette nuit. Il y a des nouvelles choses qui sont mises en place. Mais ce qui m'inquiète sur Chicago, et là, on va peut-être passer au deuxième sujet un peu plus, tu vois, c'est que rien n'avance en fait. C'est-à-dire que je regarde le match ce soir et je regarde le premier match de l'année. C'est le même plan de jeu, les mêmes rotations. Alors, il n'y a plus Courtney Vandersloot parce qu'elle s'est fait le ligament croisé. En fait, le seul changement dans le 5, c'est un changement subi. Elle se fait le ligament croisé. Et c'est pas, tu vois, elles ont pas enlevé Kianners, qui est catastrophique. Enfin, et donc du coup, c'est ça qui me gêne moi, parce que à la limite, si on voyait un début de progression, de compréhension de ce qui se passe par le coaching staff, par la direction sportive,
un peu les joueuses aussi, parce que je mets les joueuses aussi dedans, parce qu'à un moment, voilà, les joueuses, elles ont aussi une part de responsabilité, évidemment. Tout n'est pas à mettre que sur le coaching staff et la direction sportive, mais on voit rien qui change. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que je me dis que j'ai l'impression qu'il y a personne qui pilote le navire, et qu'en plus la direction sportive veut peut-être pas se désavouer non plus, après avoir désavoué Teaspoon, tu vois. S'il le vire là, c'est un gros désaveu pour le front office, quoi. C'est compliqué. C'est infaisable à mon sens. Voilà. C'est infaisable. C'est infaisable. Alors effectivement, il te manque Vandersloot qui est quand même, disons, tout à fait capable, notamment en attaque. Playmakeuse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, de Mmh. générer du jeu. Et c'est, je pense, ce qui manque le plus à cette équipe de Chicago en attaque. C'est justement un moteur offensif, mais il manque aussi des plans parce qu'un moteur offensif, Vandersloot est très forte, mais je veux dire, c'est pas comment dire, c'est pas une identité de jeu à elle toute seule. Non, et puis c'est pas un danger de scoring surtout. Ben c'est ça. C'est une énorme playmakeuse à la passe. Ben oui. Et ça n'a jamais été une grosse scoreuse. Et en plus, bon, l'âge avance aussi, donc c'est plus la joueuse. Exactement. Voilà, c'est plus la joueuse d'il y a 5 ans non plus, quoi. Donc clair. je pense que le Sky peut pas non plus avancer cet argument de on n'a pas notre playmaker principal, donc non, je pense que. Et puis ça a pas marché en plus avec elle. C'est ça, quoi, c'est ça. C'était déjà pas bon quand elle était là. Il faut balayer cet argument très vite. D'ailleurs, on va pas en parler davantage, mais on va arriver rapidement à l'axe, disons, central de nos discussions en off sur Twitter, Gis. C'est l'impact que ça a sur les joueuses, et en particulier une joueuse, c'est Angel Reese. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, Angel Reese, c'est le visage de cette franchise, mais c'est aussi le meilleur talent sur le terrain côté du Sky aujourd'hui, qui n'en manque pas par ailleurs, on l'a répété. Mais l'utilisation de Angel Reese aujourd'hui ne la met pas dans les meilleures dispositions alors qu'elle a des défauts qui contrastent. En tout cas, elle a des compromis très importants qui demandent justement une optimisation. Et cette optimisation, on a l'impression qu'elle ne vient jamais. Et qu'on joue sur Angel Reese comme on jouerait sur n'importe quel poste 4, n'importe quelle compétence, n'importe quel sac de compétences de poste 4 de la ligue. Et c'est juste très décevant pour Angel Reese, très décevant pour le reste des joueuses du Sky qui pourraient jouir des autres compétences qu'Angel Reese possède. Et on va en parler, je pense, assez vite, je peux te lancer dessus. Mais c'est fou de voir à quel point on désoptimise cette joueuse et en fait, on la met dos au mur et face au mur en même temps à lui apposer ce compromis qu'elle a en elle dans ses compétences, parce qu'elle a quand même des compromis très gros. Et en fait, on l'oblige à jouer dans ce qu'il y a de plus négatif dans ses compromis. Moi, ça me gêne beaucoup parce que je pense que développer cette joueuse, c'est pas la forcer à devenir forte là où elle est vraiment pas bonne. Je pense que c'est utiliser ses forces aujourd'hui et lui laisser le temps. Et quand je parle de temps, c'est 5 ans, 6 ans, 7 ans pour développer des choses qui n'influenceront pas négativement son jeu à l'instant T aujourd'hui, quoi. Et la forcer à prendre des lay-ups, la forcer à aller chercher du scoring, etc., je pense qu'on rate Angel Reese, quoi. C'est aussi, et là on va revenir, tu vois, au coaching, et ça montre aussi le manque de lecture, parce qu'on parle beaucoup de lecture de jeu quand on parle des joueuses, mais il y en a aussi chez les coachs, de lire le jeu, d'être capable aussi d'établir à quoi est bonne une joueuse et à quoi elle ne l'est pas. Et là, le problème, c'est que on en revient toujours à la même question, c'est qu'en fait, il n'a pas du tout compris quelles étaient les qualités et les défauts d'Angel Reese. Et comme tu l'as dit très bien, il a fait jouer comme une simple post 4. C'est pour ça que je parlais aussi de jeux années 90 avec beaucoup de jeux de post-up. Et en fait, Angel, aujourd'hui, par rapport à sa saison dernière, elle fait peur à la Ligue. Elle fait peur à la Ligue. Enfin, quand je dis elle fait peur, c'est qu'elle fait peur par son jeu, par sa capacité à prendre des rebonds. L'année dernière, ça s'est pas trop senti quand elle est arrivée. Personne ne la connaissait trop. Par contre, on a commencé à voir ce qui se passe depuis le début de saison en fin d'année dernière. C'est-à-dire quand elle a commencé à dominer vraiment au rebond, tu vois, prendre soi-disant ses propres rebonds, tu sais. D'ailleurs, elle l'a parfaitement vendu marketing, enfin d'un point de vue marketing, c'est génial. Bref, ça, bravo à elle parce que je veux dire, c'est pas simple tous les jours vu ce qu'à prendre dans la tête non plus à longueur de journée. Mais l'année dernière, on a vu des choses où on a commencé à voir sur la fin de saison des prises à 2,
des prises à 3 même. Moi, je voyais New York faire des prises à 3 à la fin de saison. Des box-out à 2. Ouais, voilà. Bah oui, parce que j'ai même vu des joueuses. J'ai même vu des joueuses en 1 contre 1 à une rival donc cet hiver à la Ligue de 3-3 ne plus aller au rebond parce qu'elles savaient très bien qu'elles n'allaient pas avoir le rebond en fait. C'est ça, c'est pour dire quand même et je répète parce que je sais que souvent les gens ils se rendent pas compte, mais le rebond c'est un facteur clé du basketball. C'est le jeu des possessions et tu peux shooter à 30% si tu prends 2 fois plus de rebonds que les autres. On rappelle Gis que tu es coach. Oui, aussi, de temps en temps. Enfin, ça m'arrive de temps en temps. À mes heures perdues. Donc, non, mais c'est. Et donc, on l'a vu l'année dernière, ce début de prise à 2, de prise à 3. Et là, en fait, dès qu'on l'a remis dans ce style de jeu, c'est-à-dire très proche du panier, jeu de post-up, etc., ce qui pourrait être intéressant qu'elle développe ça. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le développer. Mais déjà, on est sur des jeux de post-up qui ne sont pas des jeux, on va dire, très rentables, tu vois, en termes de nombre de points. Vous pouvez regarder, hein, vous prenez en NBA, même Jokic sur post-up, c'est pas là où il est le plus fort, hein, parce que c'est plus dur de scorer sur ce type de play. Absolument, oui. Disons que sur la question de l'efficacité, c'est mettre une joueuse qui n'est déjà pas efficace dans la pire des positions possibles. Voilà, sur un des tirs qui est déjà peut-être un des moins rentables, tu vois, du basket, quoi. Donc, et en plus, les équipes, qu'est-ce qu'elles font? Comme en plus cette équipe ne prend pas de volume à 3 points, ne met pas assez de spacing, moi j'ai vu, honnêtement, 5 joueuses autour d'Angel Reese dans la raquette. Et dans ce cas-là, personne ne peut scorer. Je veux dire, vous pouvez mettre Jonquel Jones, Breanna Stewart, Aja Wilson, si vous mettez 5 joueuses autour, à 2 mètres du panier, personne marquera de panier, en fait. Et c'est là, en fait, que je trouve que Tyler Marsh se trompe, parce qu'en plus, il a une joueuse qui est très dominante en taille, parce qu'Angel, je rappelle, elle n'est pas grande. Elle fait juste 1m90. Et donc, à l'inverse, il a une joueuse comme Camilla Cardozo qui, elle, fait plus de 2 mètres, qui, elle, serait beaucoup plus intéressante en jeu de post-up. Et parce que je vois les 3 quarts du temps, c'est que je vois Camilla Cardozo au poste haut et Angel Reese au poste bas. Et donc, ça me rend fou. Je peux pas t'imaginer. Ça, c'est vraiment à chaque fois que je regarde un match du Sky, c'est ce qui me fait le plus bondir. Littéralement, je peux arrêter de regarder des matchs parce que je vois systématiquement Cardozo poste haut et Angel Reese poste bas. Et ce dont on parle entre nous, juste depuis le début de la saison, c'est qu'une seule chose qu'on veut voir, c'est Angel Reese au poste haut. Angel Reese au poste haut, tout simplement parce que, au-delà du fait de la mettre dans de mauvaises circonstances sur le scoring, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'elle joue sur ses compétences parce tu l'as dit tout à l'heure, elle attire les défenses adverses. Et cette gravité-là, dans le jeu moderne des années post-2020, en fait, elle est utile, particulièrement utile pour spacer, donc pour espacer le jeu, la géométrie de la défense adverse. Au poste haut, tu fais reculer les défenses et tu attires les défenses, notamment qui bloquent les lignes de drive et les lignes de cut dans la raquette. Tu les attires vers toi, vers le haut. C'est ce que fait très bien Alyssa Thomas du côté du Mercury et ce qu'elle faisait à l'époque de Connecticut. Tu as cité Jokic, c'est aussi ce que fait Jokic en NBA, etc., etc. Et on a tout un tas de grandes playmakers qui sont situées au poste haut parce qu'elles ont une grosse gravité. Et Angel Reese, elle a des facultés de passe qui sont extrêmement, mal observées par les observateurs et les analystes extérieurs, mais qui sont respectées par les coachs des équipes WNBA, ce que tu disais tout à l'heure. Et là où elle fait peur, c'est justement parce qu'elle est capable de prendre des décisions très vite, souvent en prenant de bonnes décisions. Donc, elle a, disons, un decision making de bonne qualité. Elle prend les décisions vite, elle prend souvent les bonnes décisions, mais c'est juste qu'il n'y a pas besoin de la mettre dans une situation de scorer. Parce que non seulement la situer au poste haut, ce n'est pas lui enlever des rebonds parce qu'elle est tout à fait capable, après avoir fait la passe, d'aller chercher le rebond. C'est même pas un problème, c'est même pas une discussion. Mais juste, laissez-la jouer au poste haut, par pitié. Il faut qu'on trouve le mail de Tyler Marsh. Il y a un point aussi, je pense, et là moi je trouve ça grave en fait. Et c'est peut-être aussi un peu parce que tu vois, la WNBA est encore un peu en phase de professionnalisation. Voilà, c'est une ligue qui existe quand même depuis longtemps.
Mais en termes de staff, de profondeur, tu vois, on n'est pas dans la capacité des analytiques, de tout ça qu'il peut y avoir en NBA, etc. Ça Forcément, va en arriver. ligue, mais ça arrive déjà. Mais Ça ça arrive arrive, déjà. je crois qu'ils ont signé avec les mêmes outils que la NBA il y a 2 saisons. Hum. Donc ça infuse déjà petit à petit. Ouais. Non, mais même sur le jeu, tu vois, moi qui suis cette ligue depuis très très longtemps, je peux te jurer que depuis 4-5 ans, on a passé des steps en termes de volume, de tir, de Ouais. rentabilité. Enfin voilà, on voit des choses qu'on Le voyait Lynx pas. étant un exemple cette saison. Ouais, ah bah oui, le 5-out, tu vois, des links, les choses comme ça. Non, non, mais c'est clair. L'optimisation. Bon voilà, on voit des choses dans le basket féminin qui progressent aussi, hein, c'est normal, hein, qui a moins de longueur, hein, de vie, d'existence. Hein, donc forcément, ça prend, on le voit en ce moment. Et donc du coup, cet aspect-là, il y a aussi un manque de professionnalisation aussi pour la capacité d'étudier la joueuse. Pourquoi Angel Reese est une bonne passeuse et pourquoi elle a une qualité de création naturelle, c'est parce qu'en fait, dans ses années lycée, elle a joué meneuse. Elle a joué porteuse de balle. Et tu le sais, je pense que tu dois le savoir, mais aux États-Unis, il y a peu de principes de formation au lycée. On fait beaucoup de jeux. Hein, c'est beaucoup, tu vois, du pick game, essayer de mettre vraiment les individualités en avant, complètement différemment d'ailleurs d'un sujet qu'on a un peu parlé en off ce matin, de la formation européenne qui est plutôt vers le collectif, vers l'individu après, quoi. Et ça, c'est pour ça qu'elle a ces skills-là. L'intérêt d'avoir, j'allais dire Alyssa Thomas, parce que tu vois, c'est le rapprochement est pas, l'intérêt d'avoir Angel Reese dans son équipe, c'est d'avoir, en fait, presque une big guard, tu vois, en résumé. Mais c'est pas la poste carte scoreuse à la Brianna Stewart. Voilà. Pour moi, c'est Alyssa Thomas sans drive. Eh ben, moi, je vais te dire que c'est Alyssa Thomas, même avec un drive un peu moins fort qu'Alyssa Thomas, mais si tu sais l'utiliser, tu peux utiliser son drive. Parce qu'elle a des capacités de vitesse, alors elle est moins tankée qu'Alyssa Thomas encore. Mais encore une fois, c'est une jeune joueuse. Hein. Oui, oui. Hein, voilà, donc le développement physique aussi, surtout chez les personnes un peu plus grands, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais elle a des appuis, les appuis qu'elle a, c'est du miel. En mouvement, cette joueuse, avec la rapidité, parce qu'elle aura souvent des joueuses soit plus petites pour arrêter le drive, tu vois. Soit plus lourde. Mais soit plus lourde. Et donc, elle aura une mobilité. L'intérêt d'Angel, c'est sa mobilité, c'est son passing. C'est pas son scoring. Ça sera jamais une grosse scoreuse. Mais Alyssa Thomas n'est pas une grosse scoreuse. Moi, je demande pas à ce que Angel Reese mette 20 points par match. Par contre, si elle en met 10 ou 11 et qu'elle te génère 8, 9 passes à tous les matchs, plus des décalages, plus des créations secondaires, plus du jeu de short roll, tu vois, des choses comme ça. On la voit jamais, tu vois. En fait, il y a un pick and roll, elle pose l'écran. Alors déjà, on va y revenir, je pense, ça, sur l'idée. Ouais, on va bien qu'on inverse les écrans, mais on l'utilise qu'en poseuse d'écran et après, on lui dit de rouler au panier. Mais je ne vois jamais de short roll. Alors que, en plus, comme Chicago est quand même un petit peu en perdition là de création, vu l'absence de comment ça s'appelle, de Courtney Vandersloot, mais tu pourrais utiliser, parce que des fois, il y a du playmaking qui est assuré par Yael Atkins, qui est pas vraiment son poste, qui est plutôt à la base une joueuse off-ball, normalement, de base. Voilà. Et du coup, elle se fait souvent, tu vois, sur du edge, même des fois sur du blitz. Mais tu pourrais utiliser le décalage. Je veux dire, Angel Reese, au poste haut, à 4 contre 3, avec un décalage et un décalage de fait, mais avec un peu de spacing, avec un peu de 3 dans les corners, mais tu vas détruire les blitz. Tu vas détruire les couvertures agressives. Et ça, on le voit pas parce qu'en fait, on lui demande de poser l'écran. Déjà, les écrans, ils sont souvent posés beaucoup trop bas, tu vois, ils sont au milieu de raquette, quoi. Alors que moi, je préférerais qu'elle les pose, mais beaucoup plus haut, de mettre plus haut que la ligne à 3 points, de façon à ce bien sûr, de l'espace, qu'elle puisse jouer en mouvement. J'aimerais bien qu'on la fasse des fois aussi. On cherche à lui donner la balle, mais en fait, une fois qu'elle a la balle dans la main, on attend qu'elle fasse des passes, et elle en fait des passes. Elle a fait un triple-double récemment. Mais quand on regarde ses passes, il n'y a aucun play, c'est de la création naturelle. C'est juste elle qui arrive soit à driver, faire un drive and kick, mais il n'y a jamais d'écran posé pour elle. Il n'y a jamais de mise en mouvement, tu vois, de remonter sur des petits curls, des choses comme ça. Parce que ça, c'est une solution aussi pour éviter, des fois pour se servir de la vitesse, fais remonter ta joueuse sans ballon, fais un petit main à main, mets-la en mouvement, et sur son drive, sur ses capacités de vitesse, elle va en provoquer. Elle ira sans doute pas marquer, parce que les gestes de finition sont encore un peu rustre par rapport à Alyssa Thomas, tu vois. Mais c'est pas ce que tu cherches. Ce que tu cherches, c'est de générer du jeu. Voilà. Et tu sais qu'elle prendra la bonne décision. Et surtout, et je rajoute là-dessus, c'est que avec son niveau de rebond, qu'est-ce que tu y perds?
Bah, c'est clair. Si ça rentre pas, elle te prend un rebond sur 2 en attaque. Donc tu rejoues une possession. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça que tu développeras ta joueuse. Tu sais déjà que tu peux compter sur son rebond offensif à un niveau, mais vraiment, c'est lunaire tellement elle est forte à ça. Du coup, bah, fais-la jouer, mets-la dans des dispositions de créatrice pour les autres, avec, bah, pour le coup, des écrans, mais pour te faire la passe décisive, tu parles notamment des écrans petites pour grandes, donc des écrans par exemple de Atkins pour Angel Reese, des écrans des guards pour les postes 3, 4, 5. Mais moi je pense aussi à des écrans petites sur le côté opposé, Bien sûr. ou petites grandes pour Cardozo sur le cut ensuite en rentrant dans la raquette, des choses qu'on voit d'ailleurs un petit peu du côté du Fever, mais de l'animation offensive off-ball des 4 autres joueuses autour de Angel Reese, parce que elle, sa gravité va faire qu'au minimum, elle sera prise à 2 très tôt quand elle va recevoir la balle. Donc, bah, si tu plantes un seul écran à partir du moment où il y a une prise à 2, tu finis forcément avec au moins 2 joueuses qui sont décalées. Et du coup, bah, Angel Reese trouvera la passe parce que tu l'as dit, très bonne mobilité, elle a les appuis, elle a la vision, donc elle va pouvoir reculer, se sortir de la prise à 2, que ce soit un edge ou un blitz, et envoyer les passes là où il faut. Et vraiment, c'est frustrant que un coach professionnel, enfin un coaching staff professionnel, comme c'est le cas à Chicago, ne s'en rende pas compte. Et moi, la question que je voudrais te poser, parce que tu suis la littérature WNBA un petit peu plus que moi à ce stade-là de ma faible carrière devant cette ligue pour l'instant, de ma petite carrière devant cette ligue pour l'instant, mais ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as des souvenirs depuis le début de la saison d'analystes spécifiques au Chicago Sky qui ont les mêmes critiques adressées au Sky que nous, là, dans ce podcast. En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est une vraie question en WNBA ou est-ce qu'on est deux fous qui enregistrent un épisode? Alors, c'est un peu compliqué. On voit des choses quand même passer, hein. Pas mal sur Twitter, enfin, tu vois, des choses comme ça. On voit des articles de journalistes. Bon, après, les journalistes, moi, je me méfie toujours sur Oui, tu vois, absolument, ouais. l'analyse basket, etc. C'est pas pour les juger, c'est juste que, bah, chacun son métier aussi, de Oui, temps en oui, temps, quoi. absolument. Ouais. Voilà. Mais, on voit quand même des choses. Je pense que les gens ont tous compris que ça marchait pas. Je pense qu'ils ont pas les bonnes raisons, par contre, de pourquoi ça marche pas. De ce que j'en vois, en tout cas. C'est-à-dire que, tu vois, ça cible quand même beaucoup le coaching staff, évidemment. Ça cible les rotations. Ça cible certaines joueuses. Et je pense qu'il y a des joueuses qui sont vraiment pas bonnes. Hein, Oui, aussi, oui. hein. Tu vois, on a parlé de Canners, elle met pas un panier, elle défend pas. Enfin bon, tu vois, il y a aussi des surperformances de Elle certaines fait joueuses. cliquer, ça s'appelle. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Je pense qu'il y a aussi des vétérans dans cette équipe qui ont trop de temps de jeu. Rachel Banham, quand je vois ce qu'est capable d'apporter Eleven Lit, alors bien sûr, c'est une jeune joueuse, c'est une rookie, mais Oui, mais il bon, faut lui laisser la place. je C'est le préfère moment ou jamais. tu vois, je préfère qu'on tente de développer une Eleven Lit qui est toute jeune, qui a des vraies capacités, enfin tu vois, il y a des flashs, quoi. On voit des flashs. Plutôt qu'une joueuse qui a 30 ans où je sais que de toute façon, elle fera pas mieux que ce qu'elle fait là aujourd'hui, tu vois. Ouais, et puis ça suffit pas. Et ça suffit pas, quoi. Et ça Voilà. suffit pas du tout, quoi. Donc, je pense qu'il y a tout ça, c'est tracé. Par contre, sur l'analyse du jeu, je pense que c'est pas C'est trop complètement demandé. compris. Et parce que aussi, tu vois, ce qu'on réclame là, entre guillemets, en style de jeu, je pense que c'est pas encore complètement assimilé dans le basket féminin. Oui. Tu Oui, vois, là-dessus, je te rejoins complètement. Il y a quand même. Et puis, il y a un autre point que je vais rajouter, mais c'est peut-être que avec le grand boom que la WNBA connaît médiatiquement, il y a peut-être aussi la peur de toucher un peu trop au produit et d'égratigner un peu trop le produit. Et je pense que critiquer profondément le peut-être, coach ouais. d'une équipe qui est médiatisée comme le Sky, parce que Angel Reese est une attraction à elle toute seule, c'est-à-dire elle n'attire pas que les défenses, les caméras sont souvent posées sur elle et on va en reparler très très vite. Mais pour le coup, je pense qu'il y a une sorte de statu quo autour du produit qui convient de ne pas trop égratigner pour l'instant. Mais parce que je cherche un peu sur Substack, etc., machin, de la littérature sur les observateurs, les analystes, etc., que ce soit des gens qui font de la vidéo, des stats ou les deux. Et c'est vrai que c'est un peu rudimentaire aujourd'hui, notamment sur le cas du Sky. Moi, j'ai aussi l'impression que la lecture du Sky n'est pas facile.
Parce que on se concentre sur disons les manquements autour de Angel Reese et ce dont on aimerait voir, parce que toi comme moi, on adore cette joueuse et on va en parler tout de suite un petit peu plus sur sur l'impact que cette situation a sur elle. Mais il y a aussi le matos qu'il y a autour, et tu l'as dit, il y a peut-être un problème de rotation, etc., etc. Et tout ça, critiquer ça au bout de 10 matchs. Alors, 10 matchs en WNBA, c'est un quart de la saison. C'est un petit peu moins maintenant qu'il y a 44 matchs, mais c'est quand même un bon petit quart de saison, donc c'est finalement beaucoup. Il faut avancer là côté Sky, il faut avancer si on veut aller choper cette place de playoff, et je pense qu'il est nécessaire que le Sky aille la choper. Il va falloir avancer très très fort, quoi. Mais je voudrais qu'on revienne sur Angel Reese après cette petite parenthèse sur l'état des observateurs aux États-Unis, sur la situation tactique du Sky. Je voudrais qu'on revienne sur Angel Reese parce que moi j'ai aussi la sensation que ce qui se passe sur le terrain a une influence majeure sur ce qui se passe médiatiquement à propos d'Angel Reese. Et malheureusement, ce qui se passe médiatiquement sur Angel Reese, alors moi, je la trouve fantastique parce qu'elle récupère systématiquement à son avantage, et notamment à son avantage financier, ce qui lui est balancé à la tronche. Et là, pour toute la haine, quoi. C'est génial, pour le coup, bravo. C'est le meilleur moyen de faire. Et je ne suis admiratif de cette puissance-là qu'elle a, mentale et d'opportunité, tout simplement, d'entreprise, quoi. Mais il y a quand même... En fait, on a l'impression que ça nourrit ces narratifs extrêmement toxiques et dont la toxicité s'inscrit en majeure partie dans du racisme, hein, on va pas se mentir. Et ça m'attriste parce que, on vient de le dire, cette joueuse n'est pas utilisée convenablement, elle n'est pas optimisée convenablement, elle n'est pas non plus développée convenablement par un coach qui est un développeur de joueuses, tu l'as dit. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une joueuse qui subit une pression médiatique et une pression des fans et des observateurs, disons, secondaires, donc pas les observateurs professionnels ou bienveillants vis-à-vis du jeu, mais les observateurs qui sont grand public, quoi. Ouais, grand public et troll, tu vois. Ouais, troll même peut-être. Les gens qui regardent le sport juste pour troller. Et moi, vraiment, ça me touche pour elle parce que je crois pas qu'elle mérite ça. À aucun moment de sa carrière, elle n'a mérité ça. Et même si tu mets que 39% de tes paniers, parce que pour l'instant, tes mains sont encore un tout petit peu rustres quand il s'agit de finition, t'as pas besoin de recevoir toute cette haine, quoi. C'est vraiment terrible cette sensation d'acharnement sur une joueuse qui subit la situation plus qu'elle n'en est le moteur, quoi. Ouais, et puis en plus, là, juste petit mot là-dessus avant les 39%. En plus, les gens ils regardent le field goal. Enfin, ça veut rien dire le field goal percentage en plus parce que tu vois, ça intègre pas la rentabilité des tirs. Enfin bon, bref, Non. ça montre bien d'ailleurs que le manque d'analyse aussi de ces gens-là. Parce que et le manque de connaissance du jeu, etc. Bon bref, c'est une petite parenthèse parce que souvent je vois ça un peu passer partout aussi, tu sais, les gens qui comparent les stats. Ouais, la difficulté des tirs, il y avait combien de joueuses autour de toi, bah etc., voilà, etc. je veux dire, mettez les pieds des fois sur un terrain, vous allez voir, c'est autre chose. Ouais. C'est pas toujours facile. Bref, non, mais ça, tu l'as bien dit. Et puis, moi, ce qui me gêne aussi là-dedans, en fait, et j'en parle depuis l'année dernière, même depuis, enfin, on va dire, depuis que ça a été monté en épingle avec sa finale NCAA contre Caitlin Clark, où il y a eu de la récupération politique autour de ça. Et encore une fois, c'est pas pour du tout mettre les joueuses dos à dos. Les deux joueuses, j'adore les deux joueuses. Les deux joueuses sont parfaites d'ailleurs, souvent dans leur comportement, dans leur analyse, dans leur façon. Voilà. Absolument. Mais en tout cas, il y a de la récupération politique. Dont déplaise à certains, le sport est politique. Énormément, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et du coup, il y a eu et c'est là que j'en veux aussi aux médias, tu vois, aux médias aussi un peu grand public, mais même aussi des médias qui ont couvert beaucoup la WNBA depuis longtemps. Ils ont monté un personnage autour d'elle en étant, tu vois, soi-disant une joueuse pas facile, tu sais, voilà. Oui, difficile à gérer, un caractère, un comportement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout. Moi qui la suis depuis très très longtemps, depuis le lycée, parce que c'était un très haut prospect au lycée, elle était numéro 2 derrière Paige Bueckers au lycée. Elle était devant Cameron Brink, elle était devant Caitlin Clark, etc., devant Ellie Van Lith et tout ça. Donc, et c'est une grosse bosseuse déjà. C'est une joueuse au niveau histoire dans le vestiaire, il y a rien. Tout est propre. Là, elle aurait franchement
mais toutes les raisons du monde de balancer le coaching staff sous les roues du bus, tu vois. Ouais, et c'est l'inverse qu'elle Et fait. Elle se les met devant pour les déclarations, défendre. les déclarations à chaque conférence de presse. Non, mais c'est pas le coach qui est sur le terrain, c'est nous les joueuses. Je veux dire, ça serait Joel Embiid, tu vois. Le coach serait Quel les exemple partenaires. phénoménal. Non, mais tu vois, Ouais. elle est exemplaire dans tout ça. C'est une grosse bosseuse. Elle est absolument pas dans le conflit. Et toute cette image a été construite, a été après derrière récupérée politiquement. Et aujourd'hui, en fait, ça la dessert. Et moi, j'ai un respect aussi pour elle parce que, Oui. franchement, je ne sais pas comment mentalement, à 22, 23 ans, elle est capable d'arriver à encaisser tout ça. Toujours à faire quand même de la production parce qu'on a été, voilà, on a parlé quand même des difficultés du Sky, mais individuellement, Bah, c'est elle toujours la produit, meilleure hein. rebondeuse de la ligue, non? Oui, Hein, c'est voilà. ça. Elle a fait un triple-double il y a peu, ce qui montre aussi les capacités de playmaking. Hein, enfin, on fait pas un Absolument. triple-double dans sa saison sophomore Oui, puis c'est pas un sans hasard, hein. avoir. Je crois qu'elle est à 6 passes de moyenne, hein, je crois. Oui, oui, voilà, c'est ça. Non, non, mais peut-être un peu moins depuis le début de saison, mais je crois que sur Ouais, les c'est 5-6... possible. Là, depuis la blessure de Courtney Vandersloot, qui était la playmakeuse principale, Ouais. je crois qu'elle est à 6 passes de moyenne depuis, Ouais, c'est ça, ouais. sur Donc, les derniers c'est... matchs là. Non, non, mais voilà, enfin, je veux dire, moi, si elle me fait une carrière en 12-12-6, Mais ce sera plus que je, 12 je, au rebond. oui, non, non, mais tu vois, je signe. Non, mais je signe tous les jours, hein. Tu vois. Bah, 12-12-6 avec de l'impact, parce que c'est ça, surtout, c'est l'impact. Voilà, C'est une avec joueuse l'impact, avec d'impact. la défense, avec tout ça qui est autour, Absolument, ouais. parce qu'on n'en a pas parlé, mais elle a énormément d'impact. Et c'est vrai que arriver à maintenir le cap, comme elle le fait là, dans des conditions où elle n'est pas optimisée, où elle en prend par Plein la tous les tête. haters du monde, plein la tête, même par des gens qui sont pas forcément des fois, tu vois, parce qu'à la limite, entre guillemets, les purs racistes, bon, voilà, tu vois, enfin, je pense que tu es de mon Oui, avis, oui. moi, je les évacue, j'en parle même pas, tu vois. Ouais, Mais absolument, même ouais. des gens qui reprennent le discours, en fait, tu vois, parce que bah, c'est relayé, etc. L'avoir assumé tout ça, enfin, moi, je le dis souvent, à son âge, je passais mon temps à boire des bières, quoi, tu vois, donc j'avais pas Ah cette ouais, ouais. Je réflexion-là sur le temps. préfère pas parler de ce que je faisais à Non, son non, mais âge. tu vois, donc, Mais c'était pas charismatique et donc, truc. non, je trouve ça remarquable. Et bon, après, je sais pas vraiment comment ça va se terminer tout ça. Mais ouais, j'aimerais bien que ça bouge et j'aimerais bien aussi qu'un peu les consciences, tu vois, évoluent et se rendent compte en fait dans quel système on est, dans quel environnement elle travaille, parce que là, je rappelle que c'est son métier quand même. Hein. Ouais, 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 Euh, absolument. et qu'elle nous fasse pas un burn-out tu vois, dans un an, quoi. Parce que, Ben, ouais, en fait, c'est toute la difficulté de sa position, c'est qu'elle assume beaucoup, beaucoup de choses pour cette équipe du Sky, mais surtout, elle assume le rôle de bouclier. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'ai l'impression que toute la franchise se cache derrière elle. Elle se cache derrière elle pour des décisions extrasportives qui pourraient déterminer un meilleur avenir. Tu vois, au lieu de rester dans l'ego d'avoir choisi ce coach, enfin, pour moi, enfin, ce coach, il faut le. Enfin, je sais pas pourquoi il est encore là, quoi, tu vois. Après, enfin, ses erreurs sont quand même très, très grosses et surtout le fait qu'il reste autant sur ce qu'il fait ou ne fait pas depuis le début de la saison montre qu'il n'a pas beaucoup de profondeur et de solutions à proposer, quoi. Et quand tu compares à, on l'a dit, hein, c'était un peu la comparaison du début de podcast, mais un Akassé du côté des Valkyries, bon, c'est quand même assez incroyable. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression que le Sky utilise Angel Reese comme un bouclier. Et moi, ça me peine beaucoup parce que là, arrive une échéance pour le Sky qui est la même que pour les autres équipes et franchises de WNBA. C'est la Free Agency 2026. Tu l'as dit en début de podcast, je crois, ou alors c'était en off. Il n'y a que les rookies qui seront sous contrat, donc que les contrats rookies plutôt, qui seront protégés, grosso modo, dans cette free agency la saison prochaine. Moi, j'ai plusieurs questions en tant que nouvel amateur de cette ligue et qui ne connaît pas encore toutes les subtilités du CBA spécifique à la WNBA. Est-ce que les équipes auront quand même la possibilité de core certaines players, donc c'est-à-dire de protéger certains contrats? bah, on n'en sait rien. Parce que ça dépendra du nouveau CBA, de la négociation. D'accord, la On sait négociation est pas. toujours en cours. Alors, moi, si tu veux mon avis, parce que bon, quand même, j'en ai un. Je pense et les joueuses se sont déjà exprimées sur ce qu'elles souhaitaient.
Voilà. Après, on n'a pas les Oui, négociations de la absolument. Ouais. ligue, les négociations des propriétaires, parce que je rappelle encore une fois, c'est pas la ligue qui décide. Hein. Cathy Engelbert, qui est la commissionnaire de la WNBA, elle est employée par les propriétaires des franchises, hein, comme Adam Silver est employé par les propriétaires des franchises en NBA. Donc, c'est surtout une discussion propriétaire syndicat des joueuses. Moi, à mon avis, les joueuses, elles veulent quoi dans ce CBA? Elles veulent des pourcentages de revenus supérieurs, parce que aujourd'hui, avec les augmentations de cap, on est presque rendu à moins de 10% de revenus, hein, des revenus qui reviennent aux joueuses. Je rappelle quand même que les joueuses, c'est le but de la ligue. S'il n'y a pas les joueuses, il n'y a pas de ligue, en fait. Donc 10%, ça fait pas beaucoup. C'est 51% en NBA, hein, pour titre de comparaison. Elles ne demandent pas les mêmes salaires qu'en NBA. Elles demandent les mêmes, enfin, d'essayer de se rapprocher des pourcentages. Elles ont demandé ça. Elles ont demandé de toucher des droits sur le merch, parce qu'aujourd'hui, elles ne touchent rien sur tous les produits dérivés qui sont quand même à leur nom. Hein. Je suis désolé, quand on achète un maillot d'Angel Reese, on n'achète pas le maillot de, enfin, tu vois, on n'achète pas forcément le maillot de la franchise aussi, quoi, tu vois. Ouais, absolument. Voilà. Elle demande que tous les avions privés, etc., ça soit, tu vois, pérennisé. Bon, des conditions de travail, les installations, si elles mettent beaucoup de, tu vois, sur la professionnalisation, d'avoir des beaux centres d'entraînement, enfin bon, etc. Ça, c'est leur demande. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de chamboulement du cap. J'ai du mal à voir, par exemple, la WNBA est en hard cap aujourd'hui, j'ai du mal à la voir passer en soft cap, tu vois, un peu comme la NBA, avec des taxes. Je pense que ça arrivera, mais il y a trop de changements à faire, là déjà, pour passer tout de suite à un énorme changement comme ça. Ouais, Je pense qu'on va rester ouais. sur des règles similaires. Il y a, à mon avis, des choses qui vont sauter. Je pense que la priorisation va s'intensifier, par exemple, devant les ligues européennes, etc. Tu vois, ça, c'est des choses, je pense que, parce que la ligue va vouloir faire ça, en fait. Ouais. Va vouloir pas envoyer les joueuses à l'étranger. Ouais, bien sûr. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Les salaires, on parle de x4, x5. Hein. Agrandir le nombre de, enfin, grandir le nombre de matchs potentiellement. Ouais, ça, je sais pas trop. Moi, je suis pas sûr que ça soit un très avantageux pour la ligue, parce que après, j'ai peur que ça rentre en concurrence, tu vois, avec la NCAA, avec. Ah oui, ok. Et puis après, le problème, c'est qu'il y a la complexité où tu peux pas trop renier sur la saison, parce qu'il faut bien que tes joueuses NCAA. Tu vois, aujourd'hui, il y a 3 semaines entre la draft et la fin de la saison NCAA. Donc, si tu augmentes la saison, bah, si t'as pas tes joueuses draftées, tu fais comment? Tu vois, on n'est pas sur Absolument, un processus vraiment complètement comme la NBA, qui est une ligue d'hiver, en fait. Tu vois, là. Oui. Bref, bon, voilà, il y a des choses à mettre en place. Je pense pas que ça va trop changer. Je pense qu'il y aura peut-être encore les statu quo, même si peut-être que les joueuses vont vouloir faire sauter ça quand même. Parce que ça, c'est quand même un truc qui est emmerdant pour les joueuses. Hein, c'est-à-dire que ça permet de les bloquer. Hein. Donc, je sais pas trop. Mais à mon avis, ça va pas tellement changer, à part le fait que le cap va fortement augmenter, les salaires vont fortement augmenter. Bon, il y a déjà des échos qui parleraient des multiplications par 5, en gros, des salaires max, c'est-à-dire que donnerait en gros des salaires autour du $1 000 000. Aujourd'hui, on est à 200, 250 000 $. Ouais. Voilà. Donc, je pense que le cap va augmenter, ce qui va changer quand même structurellement la ligue, hein, parce que je le dis souvent, mais il y a des joueuses des fois qui font des efforts, qui enlèvent $20 000 de leur salaire pour rester dans une équipe compétitive. Parce que 20 000 sur 200 000, ça fait 10%, mais $20 000, c'est pas une somme énorme. Par contre, quand on va passer entre 500 000 et 1 million, je pense que ça va changer structurellement la ligue. L'effort de 10%, c'est pas le même. Tu vois, c'est pas le même. Et je pense que des équipes comme le Liberty, tu vois, des équipes qui sont avec beaucoup de stars, je suis pas sûr que ça soit le cas l'année prochaine. Ce qui va permettre à beaucoup de franchises, je pense, et notamment des franchises peut-être un petit peu moins armées, comme les Chicago, comme il y en a d'autres aussi, bah, de pouvoir mettre de l'argent sur la table sur certaines joueuses pour pouvoir essayer de les récupérer. Donc là, je pense que c'était là que tu voulais en arriver. C'est l'intérêt, en fait, que ça a. Si Chicago fait une bonne saison ou une très mauvaise saison, quel est l'impact que ça peut avoir sur le recrutement? On sait déjà que Chicago, par ses installations, par tout ça, c'est pas terrible. Il n'y a pas beaucoup de free agents qui viennent, en fait. Et donc, du coup, moi, quand elles ont drafté Angel Reese l'année dernière et que ça s'est bien passé, avec la popularité qu'elle a, parce qu'aujourd'hui, c'est la joueuse la plus suivie, hein, même devant Caitlin Clark sur les réseaux sociaux, etc. C'est une star, elle est mondialement connue. Ah oui, Angel Reese, oui, c'est une superstar. Ouais. Voilà, c'est une superstar. Je pense qu'on peut même le dire, tu vois. Ah oui, absolument. En termes de volume, etc. Je pensais que ça allait pouvoir faire changer la donne, tu vois, de dire ah bah oui, mais là il y a des gens qui vont avoir envie de jouer avec elle. Au-delà de son côté sportif, mais aussi de son côté attrait, hein, parce que faut pas rêver, hein, ça reste des Américains quand même. Donc c'est des opportunités, de gagner des sous. N'oublions pas que l'Amérique est une société où il n'y a pas de sécurité sociale. Voilà, il arrive un problème, tu dois clair.
Clairement, tu vas chercher l'argent où il est. Quand C'est Angel clair. Reese elle fait des savons avec l'eau de son bain, c'est c'est pour pouvoir payer les Elle soins a de pas toute de sa elle famille. aura pas de retraite, elle aura pas, tu vois, c'est sûr. Exactement, exactement. Il faut toujours rappeler ça. Donc c'est pour ça que je pense que ça avait joué, mais là par contre enfin tu vois, ça rajoute une couche de plomb supplémentaire, je trouve, sur le projet. Et c'est pour ça que moi il y a une grosse responsabilité sur la direction sportive, parce qu'encore une fois le coach, c'est pas lui qui s'est mis en place tout seul. Et je trouve que d'ailleurs la franchise pour le moment est bien silencieuse dans tout ce qui se passe. Tu vois, on entend, le coach va aux conférences de presse, on entend Angel s'exprimer, mais bon, la partie GM, la partie même les propriétaires, hein, dont D. Wade fait partie, enfin il est actionnaire, hein, dans la propriété Dans la propriété du Sky, ouais. du Sky. Je trouve que voilà, je trouve que ça sent pas très bon. Moi je le dis depuis quelque temps, faut qu'il fasse attention, parce que Ça va vite en WNBA. Si Angel elle voit que c'est le bazar, elle va mettre combien de temps à dire non mais moi vous êtes gentil, je vous ai donné 3 ans de ma carrière et puis en fait ça avance pas. Et alors ça se fait très peu dans le basket féminin de demander des trades, on n'est pas au point de la NBA. Ouais, mais s'il y a une personnalité qui peut faire le faire, c'est elle. C'est elle. Et en plus, elle est tellement suivie, tu vois, et tout. Tu vois, c'est pas une joueuse anecdotique, entre guillemets. Ah oui, non, bien sûr. Je veux pas dévaloriser les joueuses, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis, tu vois. Mais c'est une joueuse qui sera suivie et qui sera soutenue par des gens. Mais je pense que c'est une joueuse dont le statut peut permettre de le faire, quoi. Et la force psychologique va faire bouger beaucoup de choses, notamment dans le poids que les joueuses vont avoir vis-à-vis de la ligue et des équipes, parce que c'est typiquement le genre de joueuse qui peut choisir son destin rien que parce qu'elle a la force mentale de le faire et l'attractivité médiatique de donner du poids à ce choix-là, quoi. Et c'est justement un des sujets sur lesquels je voulais venir, donc je suis content qu'on en ait parlé sans en discuter préalablement, mais je pense effectivement que Angel Reese peut incarner cette sorte de prise de pouvoir de certaines joueuses, simplement parce qu'elles ont le rayonnement médiatique et la force mentale de faire des choix et de prendre des positions très très fortes. Donc, je le souhaite pas au Sky, parce que je sais pas pourquoi j'ai une sorte de tendresse pour cette franchise, alors qu'il n'y a aucune raison, mis à part le fait qu'il y a Angel Reese et que j'aime beaucoup cette joueuse. Ça reste une terre de basket, Chicago. Ouais, aussi, il y a aussi ça, même si j'ai jamais vraiment aimé Chicago. Oui, pour des raisons évidentes. Peut-être une de mes finales préférées NBA. Ah oui, clairement. Si vous avez l'occasion et que vous les avez pas vues, allez-y. Hein, ah oui, absolument. C'est sans doute c'est finale sublime. Et mais voilà. Donc on va monitorer et on va suivre cette situation du côté de Chicago. Gis, je te remercie beaucoup pour ta présence et pour cette grande discussion. C'était vraiment un grand plaisir. Je vous invite tous et toutes à réagir à ce podcast, à nous dire ce que vous pensez, d'abord du style de jeu que Marsh essaie de développer du côté du Sky, de comment Angel Reese serait éventuellement ou pourrait être optimisé sur le terrain. Si vous avez évidemment envie de commenter qu'elle est nulle et que ça sert à rien, vous pouvez tout à fait le faire sur une autre vidéo que celle-ci. Et puis sinon, on se retrouve sur Twitter. Gis, je crois que tu as une vidéo qui devrait arriver lundi sur Swish Swish. Est-ce que tu nous teases ça ou pas ? Ouais, c'est pas encore monté, hein. C'est pas sûr que ça arrive. Okay. Ça sera donc peut-être c'est soit dans lundi, soit le lundi suivant. Ouais, ça sera là. Mais en tout cas, il y en a une qui est en cours, ouais, sur une équipe qu'on a parlé, tu vois. Ah, très bien. Je savais. Et notamment du côté d'un côté du terrain, quoi. Ah ouais, c'est extraordinaire ce que font ces filles depuis. Ce qui montre pas trop les chiffres d'ailleurs. Hein. Non. Mais par contre, là, pour le coup. Mais les images ne trompent pas. Ne trompent pas, ouais. Les images ne trompent pas, ouais. Merci à toutes et tous. Merci encore, Gis. À très bientôt. Ciao. Ciao.